Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Olivier Lemenon, biologiste pour la surveillance nationale de la résistance aux antibiotiques en soins de ville et secteur médico-social, la mission Primo. Je vous souhaite la bienvenue pour ce cinquième webinaire à destination des biologistes et de tous ceux et celles que l'antibiogramme du staphylocoque intrigue ou passionne. Ce soir, nous avons le privilège non pas d'avoir un, mais trois intervenants, tous les trois bactériologistes aux hospices civils de Lyon et membres du CNR des staphylocoques. Dans l'ordre, nous aurons Céline Dupieux-Chabert. Bonsoir Céline. Bonsoir Olivier, donc bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Céline Dupuy-Chabert, je suis MCUPH au CNR des staff et donc je m'occupe plus particulièrement du secteur résistance aux antibiotiques du staff. Et ce soir, votre intervention, du coup, portera sur l'antibiogramme phénotypique des staphylocoques, les techniques et interprétations. Tout à fait. Ensuite, ce sera le tour de Frédéric Laurent. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être ici avec vous. Donc, moi, je suis professeur de microbiologie, je suis PUPH, je suis directeur adjoint du CNR et je m'occupe plus spécialement du secteur des résistances avec Céline. Et du coup, votre intervention, ce sera sur l'antibiogramme des staphylocoques sans gélose. C'est ça? Tout à fait. Super Anne. Et vous fermez la marche, du coup, avec l'épidémiologie de la résistance, lien résistance et virulence. Donc, bonsoir, moi je suis également bactériologiste, je suis MCUPH, donc directrice du CNR. Et donc, moi je m'occupe particulièrement de tout ce qui est virulence et épidémiologie. Avant de vous donner la parole et le temps que les auditeurs se connectent, je souhaite vous informer que la mission Primo achève ce 30 septembre, donc dans 2 jours, son premier mandat. C'est un mandat de 5 ans. Et j'ai la joie de vous annoncer que la mission a été renouvelée pour 5 ans par Santé publique France. Donc le CEPIAS des Pays de la Loire restera le CEPIAS coordinateur de la mission et nous serons associés pour les 5 ans à venir avec le CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que deux CRATB qui vont porter des missions de bon usage à destination des prescripteurs de ville. Ce sont les CRATB de Normandie et des Pays de la Loire. La mission de surveillance va donc se poursuivre dans les 5 années à venir en collaboration avec les laboratoires de ville. Et je souhaite ici, au nom de l'équipe Primo, remercier tous les biologistes participant à la surveillance, grâce auxquels nous collectons chaque année plus de données de résistance aux antibiotiques, et ceci dans toutes les régions de France et les territoires ultramarins. Nos rapports, je rappelle, sont publiés par Santé publique France et disponibles sur le site de la mission antibioresistance.fr. Voilà ce que j'avais à dire. Vous êtes presque 500 à avoir demandé les liens de connexion ce soir en France, en Tunisie et même en Roumanie. Donc bonsoir à tout le monde. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou les transmettre à Sonia Thibault sur le mail avec lequel vous avez reçu le lien de connexion. Nous aurons un peu de temps pour les questions en fin de webinaire. Je laisse la parole dès maintenant aux trois intervenants, avec dans l'ordre, donc Céline, c'est à vous de parler. Merci. Bonsoir à tous, encore une fois, donc bienvenue dans ce webinaire où effectivement on va s'intéresser à l'antibiogramme des staphylocoques. Et donc pour ma part, je vais vous parler de l'antibiogramme basique, on va dire, c'est-à-dire l'antibiogramme phénotypique en termes techniques et en termes d'interprétation. Donc les objectifs sont de savoir réaliser un antibiogramme de staph, que ce soit en diffusion en milieu gélosé ou en microdilution, et de savoir interpréter et détecter les principaux mécanismes de résistance auxquels vous pouvez être confronté chez les staph. Alors, tout d'abord, pour commencer, bien sûr, que dit le CSFM sur l'antibiogramme du staph? Donc, vous savez tous, le staph est une bactérie assez peu exigeante pour laquelle on fait un antibiogramme très standard, c'est-à-dire sur milieu Muller-Hinton, avec un inoculum de 0,5 McFarland pour ce qui est de la diffusion avec des disques et l'inoculum classique à 5,5 FCML pour ce qui concerne la microdilution et une incubation standard de 20 plus ou moins 4 heures. Au niveau du panel, donc le CSFM, bien sûr, vous propose une liste standard qui convient pour un certain nombre de cas, la majorité des cas. Dans cette liste standard, on peut éventuellement se poser la question de l'utilité de l'ampicilline, puisque l'ampicilline n'est utile que pour le Staph saprophyticus. Donc, c'est vraiment à adapter au type de prélèvement et de patient que vous avez. Et par contre, en liste complémentaire, on a des antibiotiques qui paraissent assez indispensables, notamment pour les staph métiers, qui sont la daptomycine et les glycopeptides, donc la vancomycine et la teicoplanin, qu'en général, les cliniciens s'attendent à voir sur un antibiogramme de staph. Alors, au niveau technique, donc comme la plupart des bactéries, pour les staph, vous le savez, vous pouvez soit faire de la diffusion, donc avec des disques, soit déterminer des CMI
de manière automatisée ou en microdilution en milieu liquide, ceci pour la majorité des antibiotiques. Mais la petite particularité des staph, c'est qu'il y a quand même des antibiotiques assez majeurs pour lesquels nous sommes obligés de réaliser des CMI. Donc c'est le cas des glycopeptides, l'hypoglycopeptide et de la daptomycine principalement. Donc, pour la daptomycine, on peut faire soit des bandelettes en gradient, soit de la microdilution en milieu liquide pour réaliser cette détermination CMI. Par contre, pour les glycopeptides et les lipoglycopeptides, nous sommes obligés de faire de la microdilution en milieu liquide. Quelques conditions particulières à connaître. Donc, la concentration de calcium qui est vraiment essentielle pour tester de manière fiable la daptomycine, mais qui en général est correcte si vous utilisez un milieu MHE, qui je pense maintenant est utilisé par la totalité des laboratoires, et la présence de polysorbate 80 qui est nécessaire lorsque vous voulez tester les lipoglycopeptides. Alors, l'antibiogramme des staph en pratique, donc on teste pas mal de familles d'antibiotiques lorsqu'on réalise un antibiogramme de staph, donc je ne vais pas toutes vous les présenter par manque de temps. Donc, ce qui est en grisé, je ne vais pas vous en parler, hein, les C5G, les aminosides et les cyclines, je pense que vous savez déjà faire. Les macrolides, je passerai assez vite, et on va s'intéresser du coup aux autres familles qui sont en noir sur cette diapositive. Alors, la résistance aux bêta-lactamines. Bien sûr, je pense que vous connaissez très bien, c'est une résistance essentielle à savoir détecter chez les staph. Deux mécanismes de résistance principaux. D'une part, une pénicillinase plasmidique. D'autre part, l'acquisition d'une PLP additionnelle de moindre affinité pour les bêta-lactamines. Donc, ces PLP, en général, il s'agit de la PLP2A codée par le gène MECA, mais il existe également la PLP2C codée par le gène MECC, on y reviendra. Et ces gènes sont portés par un élément qu'on appelle cassette chromosomique SCC-MEC. Je vous apprends rien en vous disant que les staph dorés résistants à la méticilline sont des BMR et donc induisent la mise en place de précautions d'hygiène particulières. Et puis, pour détecter ces deux phénotypes, on utilisera deux antibiotiques, d'une part la pénicilline G et d'autre part la céfoxytine, que cela soit en diffusion ou en technique automatisée par microdilution. Alors, la détection de la pénicillinase. Eh bien, c'est quasiment la chose qui est la plus difficile sur un antibiogramme de staph, puisqu'on n'a pas de méthode fiable pour l'ensemble des espèces. On a une méthode fiable uniquement pour staph doré, lugdus, nensis et saprophyticus. Donc, la méthode la plus fiable n'est pas de réaliser une CMI, mais de faire de la diffusion en disque, avec soit un disque de PNIG pour staph doré et lugdus nensis, soit un disque d'ampicilline pour le staph saprophyticus. Alors, pour le staph doré, une petite particularité que vous connaissez probablement sur la lecture du disque de PNIG. En effet, il faut tenir compte à la fois du diamètre d'inhibition observé, mais également de l'aspect de la bordure de la zone d'inhibition. En effet, quand le diamètre est supérieur au diamètre critique, il faut observer l'aspect de cette bordure. Si la bordure est floue, comme vous avez sur l'image de gauche, eh bien, la souche ne produit pas de pénicillinase et effectivement, on peut la rendre comme sensible à la pénicilline G. Au contraire, si la bordure est nette, même si le diamètre est grand, ceci est évocateur de la production d'une pénicillinase et donc il faut rendre la souche résistante à la pénicilline G. Donc ceci, vous le verrez avec Frédéric, est plus fiable que la céfinase. Et en cas de doute, parce que ce n'est pas toujours aussi net bien sûr que sur ces photos, donc notre conduite et notre conseil au CNR, c'est soit de ne pas rendre la PNG, soit de rendre résistant, puisqu'il faut quand même se rappeler que le traitement de référence des infections sévères à staphylocoque doré reste la pénicilline M. Alors la résistance à la méticilline, là je pense que vous connaissez très bien. Donc de manière phénotypique, avec des disques, on utilise un disque de céfoxytine à 30 microgrammes. Attention à bien prendre en compte toute présence de colonies dans la zone d'inhibition, qui est évocateur d'une résistance hétérogène à la méticilline. Et en technique automatisée ou en microdilution, on associe assez souvent une CMI oxacilline à la CMI ou un test de dépistage de la résistance à la céfoxytine. Donc, en général, les automates, du coup, utilisent les résultats de ces deux antibiotiques. Si les résultats sont concordants, eh bien, on peut rendre sensible ou résistant à la méticilline. En cas de discordance, il faudra faire entre céfoxytine et oxacilline, il faudra faire des tests complémentaires dont nous allons reparler pour pouvoir conclure sur la résistance ou la sensibilité à la méticilline.
Donc, c'est vraiment la céfoxytine qui est essentielle. Malgré tout, vous avez dans le CSFM une concentration critique pour l'oxacilline. Et de nombreux automates ont une CMI-oxacilline pour les staph. Donc, il faut savoir que pour les staph dorés et les staph à coagulase négative, l'oxacilline est moins sensible et moins spécifique que la céfoxytine pour détecter la résistance à la méticilline liée au gène MEC. Et c'est vraiment cette résistance-là qui est essentielle à mettre en évidence. En effet, certains staphylocoques qui possèdent des gènes MEC ne sont pas détectés comme résistants en utilisant l'oxacilline. C'est le cas des SARM hétérogènes, c'est-à-dire qui expriment à faible niveau leur résistance, ou des SARM porteurs du gène MEC-C. Et au contraire, certaines souches qui ne possèdent pas de gène MEC apparaissent résistantes à l'oxacilline par d'autres mécanismes. Donc, c'est ce qu'on appelle les BORSA ou les MOTSA, liés à soit une surexpression de la pénicillinase plasmidique, soit à des mutations des PLP naturels du staph. Le CAST ne recommande pas de recherche, enfin de mettre en évidence ces phénotypes, parce qu'on connaît très peu l'impact clinique et probablement que les bêta-lactamines restent actives sur ce type de phénotype. L'oxacilline est cependant utile, mais je pense que vous en avez très rarement, sur certaines espèces qui sont les staph pseudintermedus, Schleiferi et coagulans, donc qui sont des staph à coagulase positive qu'on trouve plutôt chez les animaux. Et dans ce cas, le dépistage est recommandé d'être fait avec l'oxacilline, donc le même disque que celui que vous utilisez pour les pneumocoques, donc qui est plus fiable que la céfoxytine pour ces espèces-là. Les tests rapides, bien, je vais vous demander un petit peu de patience et de rester pour l'intervention de Frédéric Laurent qui va vous les présenter. Juste un point vraiment important dont Frédéric Laurent vous reparlera, mais qui est essentiel à savoir, c'est que toute souche de staph pour lequel vous détectez un gène MEC ou l'expression d'une PLP2A doit être rendue résistant à la méticilline, quel que soit le résultat que vous obtenez sur votre antibiogramme phénotypique, donc en automate ou en disque. Du moment qu'on a présence du gène MEC ou de la PLP2A, on rend métière. Alors l'interprétation, là encore, je ne vais pas vous apprendre énormément de choses. Une souche qui a une pénicillinase sera PNIGR CFOX S sur votre antibiogramme, et à partir de cela, vous pouvez extrapoler, si vous le souhaitez, la résistance et la sensibilité aux autres bêta-lactamines. Donc une souche pénicillinase positive sera résistante à l'ensemble des pénicillines, à l'exception des pénicillines M et des pénicillines avec inhibiteur de bêta-lactamase. Elle sera également sensible aux céphalosporines, à l'exception des C3G, au carbapénem et au C5G. Une souche métière, comme vous le savez, est résistante à l'ensemble des bêta-lactamines, à l'exception des C5G, donc la ceftaroline et le ceftobiprol, qui cependant doivent être testés, puisque des souches résistantes ont été décrites à ces antibiotiques. Pour les C3G, donc, la question est très débattue sur leur efficacité ou non dans les infections à SASM, et la position du CSFM actuellement est de dire que les C3G ne sont pas, ne sont pas considérés comme efficaces pour le traitement des infections à SASM, et donc vous ne devez pas rendre une souche sensible à la CFOX sensible au C3G. Alors, quelques mots sur le gène MEC-C, parce que vous en avez peut-être déjà entendu parler et peut-être que cela vous questionne. Donc, les SARM porteurs du gène MEC-C ont un profil un peu particulier. Ils ont un faible niveau de résistance à l'oxacilline et sont souvent oxacilline S, céfoxytine R sur l'antibiogramme. Ils n'ont pas de résistance associée aux autres familles d'antibiotiques. Ce sont des souches qui circulent donc dans les fonds, enfin un gène qui circule dans des fonds génétiques d'origine plutôt animale. La prévalence paraît assez faible parmi les staph dorés, aux alentours de 1%, et ce gène est retrouvé en clinique uniquement chez staph dorés, jamais chez les staph blancs, en tout cas les staph blancs qu'on retrouve chez l'homme. Les traitements par bêta-lactamine sont probablement efficaces sur ces souches. Et à l'heure actuelle, c'est absolument pas un problème, puisque vous le voyez, au CNR des staph, sur les 5 dernières années, on a reçu moins de 40 souches porteuses du gène MEC-C. Donc, ça n'a pas l'air du tout d'émerger, en tout cas à l'heure actuelle. Et la plupart des SARM qu'on reçoit au CNR, sans résistance associée aux autres familles d'antibiotiques, sont des SARM qui portent le gène MECA. Et il faut savoir que 15 à 20% des SARM reçus au CNR n'ont pas de résistance associée. Donc, c'est un phénotype qui existe tout à fait et qui ne doit pas vous faire poser de questions. Alors, la résistance aux macrolides. Donc, très brièvement, vous le savez, on va tester l'érythromycine et la clindamycine en mettant en place une recherche de l'antagonisme pour pouvoir dissocier les mécanismes de type MLSB inductibles du mécanisme par reflux, et on testera une synergistine.
Donc, les deux principaux mécanismes, je pense que vous les connaissez très bien, le phénotype MLSB inductible ou constitutif et le phénotype MSB. Juste, je vous rappelle qu'en cas de détection d'un antagonisme entre érythro et clindamycine, le CSFM vous recommande de rendre la clindamycine S, mais avec un commentaire qui alerte le clinicien sur la possibilité de sélection de mutants résistants. Donc, à savoir que le CAST a une conduite un petit peu différente, puisque le CAST conseille de rendre R en rendant le même commentaire et en mettant qu'éventuellement, dans des infections peu sévères, on peut quand même utiliser la clindamycine. Et juste, donc, il existe des phénotypes plus rares que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc, le phénotype L, donc L comme lincomycine résistant, LSA, donc qui touche la linco et la clinda, et le phénotype S qui ne touche que les synergicines. Juste ce que je voulais vous alerter sur ce point, c'est que le phénotype S est quasiment toujours associé à un phénotype LSA ou MLSB, ce qui fait qu'on ne voit quasiment jamais un staph uniquement résistant à la pristie et sensible érythroclinda. Donc une résistance isolée à la pristie doit vraiment vous amener à la vérifier avant de rendre un tel résultat au clinicien. La résistance au quinolone, donc si vous faites de la diffusion, la détection de la résistance repose sur un dépistage avec un disque de norfloxacine qui, si la souche est sensible, vous permet de rendre sensible à toutes les fluoroquinolones. Par contre, en cas de résistance à la norflo, cela indique que la souche a déjà un mécanisme de résistance aux fluoroquinolones et donc il faut tester de manière individuelle les différentes fluoroquinolones. Et en général, on testera la lévofloxacine puisque c'est celle qui est la plus utilisée par les médecins pour les infections à staph. Le mécanisme de résistance principal repose sur des mutations des cibles des quinolones. Et ce mécanisme de résistance entraîne des résistances croisées entre les différentes fluoroquinolones. Donc, en général, si la souche est lévo-R, il y a de fortes chances qu'elle soit résistante aux autres fluoroquinolones, à l'exception de la délafloxacine, qui est une quinolone récemment mise sur le marché, qui permet de récupérer un certain pourcentage de sensibilité sur les souches résistantes à la lévofloxacine. Alors, un mot sur la résistance aux oxazolidénones, aux linézolides. Alors, selon votre patientèle, selon si vous avez des cliniques ou pas dans vos clients, vous n'avez peut-être pas jamais vu encore de résistance aux linézolides. Mais quelques mots sur le mécanisme, puisque ça a un impact sur l'interprétation et sur le niveau de résistance observé. Donc, la résistance aux linézolides peut être liée soit à des mutations du ribosome, puisque le ribosome est la cible de cet antibiotique. Ces résistances sont généralement de haut niveau, sélectionnées chez des patients qui ont eu un traitement par linézolide, et elles entraînent une résistance croisée avec le tédizolide. Et en parallèle, on peut aussi avoir une acquisition de gènes transférables, en général plasmidiques, qui, elles, entraînent des résistances de bas niveau. Donc, c'est le cas du gène CFR, qui entraîne une résistance croisée de type FLOPS-A, donc FLOPS-A pour phénicoler, lincosamide, oxazolidinone, et puis d'autres antibiotiques, donc les pleurométhylines qu'on retrouve plutôt en milieu vétérinaire. Le gène CFR est responsable d'une résistance au linézolide, mais pas au tédizolide, donc dans ce cas, ça peut avoir un intérêt de tester le tédizolide si le clinicien en a besoin. Je vous ai noté OPTRA et POXTA en grisé, car en fait, ce sont des gènes de résistance aux linézolides transférables, mais qu'on retrouve majoritairement chez les entérocoques et quasi jamais chez les staph. Donc, quelques mots au niveau technique. Donc, si on vous demande la sensibilité au tédizolide sur une souche de staph, donc les souches sensibles au linézolide sont toujours sensibles au tédizolide. Par contre, une souche résistante au linézolide, il faut tester le tédizolide pour connaître sa sensibilité ou pas. Puisque, comme je vous l'ai dit, les souches porteuses du gène CFR seront en général sensibles au tédizolide. Donc, en cas de résistance au linézolide sur votre antibiogramme de première intention, il faudra toujours le vérifier en CMI et en incubant 48 heures. En effet, comme indiqué sur la photo ici à droite, les souches porteuses de gènes de résistance plasmidique tels que CFR ont une résistance de bas niveau qui peut nécessiter 48 heures d'incubation pour être détectée. Donc, incuber 48 heures les CMI si jamais à 24 heures la CMI est toujours sensible. Quelques mots d'épidémiaux. On en trouve quasiment jamais ou très peu chez Staph doré à l'heure actuelle, et c'est surtout chez les staph blancs à l'hôpital, principalement dans les services de réanimation, d'hémato et d'orthopédie, un peu selon l'utilisation que font les cliniciens du linézolide. Vous voyez ici les souches qu'on reçoit au CNR de staph résistant au linézolide. On a eu vraiment une augmentation depuis 5 ans. Ce sont majoritairement, vous voyez en violet clair, des staph blancs qui présentent des mutations ribosomales.
Et donc, on est très intéressé au CNR par cette résistance et on vous demande, si possible, de nous envoyer toutes les souches de Staph aureus résistantes au linésolide, parce que c'est vraiment excessivement rare. Donc, ça vaut le coup de vérifier et d'aller creuser le mécanisme. En cas d'épidémie qui pose vraiment problème dans un service, on peut bien sûr comparer les souches pour vérifier s'il s'agit tout de la même souche. Et puis, en cas de doute sur la résistance ou de résistance de bas niveau qui peut être liée à un gène plasmidique donc transférable interespèce, on est aussi fortement intéressé pour récupérer ces souches. Alors, les glycopeptides, donc quelques mots de définition. Une souche sensible à la vancomycine est définie par une CMI vancomycine inférieure ou égale à 2. Et puis, vous avez probablement entendu parler des phénotypes GISA ou hétéro-GISA. Alors, un GISA, par définition, a une CMI vanco supérieure à 2, c'est-à-dire que vous allez le trouver résistant à la vancomycine si on utilise les recommandations récentes du CSFM. Un hétérogisa, lui, c'est une souche qui phénotypiquement apparaît dans sa globalité sensible, mais qui présente une sous-partie de la population qui a des CMI supérieurs à 2 pour la vanco. Et puis, il existe les VRSA, les vancomycines résistantes Staph aureus, qui, eux, ont des CMI très élevés. En fait, ce sont des souches très exceptionnelles qui ont récupéré le gène VAN-A des VRE. À l'heure actuelle, on n'a jamais eu de souche de VRSA en France. Donc, si jamais vous avez une souche Vanco-R, bien sûr, transmettez-la au CNR, mais surtout vérifiez bien l'idente et la CMI Vanco, parce que dans la plupart des cas, c'est qu'en fait, on a une contamination par une bactérie gram-négative. Donc, comment on va repérer ces souches? Les souches sensibles, eh bien, on fait une CMI en microdilution. Les GISA également, puisqu'elles ont une CMI résistante. Les VRSA également, elles auront une CMI résistante, mais vraiment très élevée. Et puis les hétérogisa, elles sont sensibles, mais on les suspectera lorsque la CMI en microdilution sera strictement supérieure à 1. Et dans ce cas-là, on les confirme par une technique qui s'appelle l'analyse de population, donc on réalise au CNR. Alors en pratique pour vous, beaucoup d'entre vous utilisent des automates, je suppose. Donc, pour ceux qui font des automates, il faut donc vérifier toutes les CMI des automates pour la la vanco pardon, ou la teiko lorsqu'elles sortent strictement supérieures à 1. Et pour les vérifier, vous êtes obligé de faire la CMI en microdilution. Pour ceux qui font l'antibiogramme en diffusion, et bien pour les glycopeptides, vous êtes également obligé de faire la CMI en microdilution en plus de votre antibiogramme en diffusion. Une nouveauté du CSFM 2023 et qui, je pense, est vraiment intéressant à faire apparaître dans vos commentaires d'antibiogramme, c'est qu'on sait qu'une souche sensible à la vanco, mais avec une CMI à 2, c'est-à-dire égale au cutoff, euh, présente un risque d'échec thérapeutique plus élevé. Donc, c'est vraiment important quand vous avez une souche qui est sensible à la vanco, mais qui a une CMI à 2, donc strictement supérieure à 1, de rapporter au clinicien qu'il existe un risque d'échec thérapeutique plus élevé, même si vous rendez la souche sensible à la vanco. Et la caractérisation des hétérogisa par APOC, donc on peut le faire au CNR, l'analyse de population, pardon. Il faut savoir que c'est une technique longue et fastidieuse, qu'il n'y a pas de lien clair établi entre le phénotype hétérogisa et les échecs thérapeutiques. C'est vraiment le lien entre les CMI vanco supérieurs à 1 et l'échec thérapeutique qui a été mis en évidence, et que l'envoi au CNR ne doit pas faire retarder le rendu basé sur les CMI. Donc, vous rendez votre résultat basé sur les CMI et nous, on vous confirmera si c'est un hétérogisa ou pas dans un second temps, mais surtout bien rendre les glycopeptides dans ce cas-là aux cliniciens. Alors, les nouveaux lipoglycopeptides, on a de plus en plus de questions au CNR. Donc, vous ne les connaissez peut-être pas. Donc, ce sont des molécules. Donc, on a principalement la dalbavancine. Donc, on a de plus en plus de demandes pour tester la dalbavancine. L'oritavancine commence un petit peu à sortir du bois également. Et puis, la télavancine, pour l'instant, n'est pas commercialisée en France. Donc, on n'a pas de demande sur cette molécule. On est obligé de les tester en CMI en microdilution. Il y a très peu de réactifs commercialisés, donc en général, vous êtes un peu en difficulté pour les tester. Il faut savoir que le CSFM indique que les souches sensibles à la vancomycine sont sensibles à ces molécules. Et dans un certain nombre de cas, du coup, en cas de demande du clinicien, vous pouvez extrapoler les résultats de la vanco à ces molécules. Par contre, attention, on s'est rendu compte au CNR qu'il existe des souches vancomycine sensibles et dalbavancine résistantes. Comment on peut repérer ces souches? Ces souches sont dans la plupart des cas résistantes à la teichoplanine. Je vous ai mis ici sur les 138 souches d'albavancine résistantes qu'on a détectées au CNR, 88 étaient en fait vancomycine sensibles, donc on ne pouvait pas pour ces souches déduire la dalbavancine de la vanco. Et sur ces 88 souches, on avait plus de 80% qui étaient teico-R. Donc c'est quand même, quand elles sont teico-R, les souches, un fort indice que la dalbavancine ne va peut-être pas fonctionner. Et dans ces cas-là, il faut à tout prix réellement réaliser une CMI en microdilution. Et donc, vous pouvez, dans ce contexte, nous envoyer les souches au CNR.
Et pour finir, la résistance à l'adapto, donc juste attention à la présence de calcium et à la maîtrise de l'inoculum si vous faites des bandelettes en gradient. Notamment en ETS, il ne faut vraiment pas que votre inoculum dépasse 0,5 McFarland. Il faut bien essorer les couvillons avant d'étaler, sinon vous pouvez avoir une surestimation des CMI et avoir des fausses résistances. Donc la résistance à l'adapto, il faut garder en tête qu'elle est rare. Elle est en général sélectionnée sous traitement, donc très rare chez des patients qui n'ont pas eu de traitement par daptomycine auparavant. On a des difficultés à la confirmer au niveau moléculaire ou CNR, donc c'est uniquement une détection phénotypique. Et il faut savoir que la diminution de sensibilité aux glycopeptides est souvent associée à une augmentation, voire une résistance à la daptomycine. Et juste quelques mots sur la galerie Vitec P668, parce que là encore, on a souvent des demandes d'expérience de la part des laboratoires. Donc, le Vitec est très bon pour détecter les SARM, notamment grâce au test cefoxytine, qui est extrêmement sensible. Et en cas de discordance entre l'OXA et le test CFOX, donc quelle est la conduite à tenir? Il faut le confirmer, soit par PLP2A ou PCR-MEG, dont Frédéric va vous parler, soit par un disque de cefoxytine. Puisqu'en fait, on peut se retrouver dans deux situations. Soit c'est vraiment un staphylocoque métier, mais qui exprime la résistance à bas niveau, soit un MECA, soit un gène MECC, lié à un gène MECC. Mais on a aussi des faux positifs, notamment chez le Staph saprophyticus et le Staph lugdunensis, on peut avoir des faux tests CFOX+. Il faut savoir que dans ces espèces, la résistance à la méticilline est très, très, très rare. Au niveau des glycopeptides, donc on a fait une petite validation de méthode aux Hospices civils de Lyon. Donc la vancomycine montre de bonnes performances. Par contre, la galerie est pas très fiable pour la teichoplanine. Elle a tendance à surestimer les CMI, d'où la nécessité de vérifier en microdilution tout le CMI strictement supérieur à 1, comme indiqué dans le CSFM. Et enfin, pour la daptomycine, qui était la nouveauté de cette galerie, donc elle montre des performances très correctes, voire meilleures que le E-test. Et par contre, la résistance étant rare, on pense que c'est vraiment nécessaire de vérifier les souches qui sortent résistantes à la daptomycine en Vitec et de préférence de les vérifier en microdilution. Et donc, à retenir, vous le savez, hein, c'est vraiment la résistance à la méticilline qui est essentielle à détecter chez le Staph doré. Et il faut à tout prix vérifier votre phénotype, surtout quand vous avez des discordances entre l'oxacilline et la cefoxytine pour ceux qui utilisent des automates. Attention à bien faire de la microdilution pour les glycopeptides et l'hypoglycopeptides, puisque les techniques par diffusion ne sont pas recommandées par le CSFM. Et enfin, daptomycine et linezolide, bien vérifier toute résistance par une détermination de CMI. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Frédéric pour, du coup, l'antibiogramme sans gélose staph. Merci, rebonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de l'antibiogramme des staphylocoques sans gélose. Alors, je me suis laissé un petit peu emballer, j'aurais dû dire plutôt sans milieu. L'idée, c'est qu'il faut faire attention, il y a un certain nombre de pièges. Comme je vous ai mis ici, on a une petite invasion de souris dans notre laboratoire, donc c'est ce qui m'a inspiré cette petite figure. Et puis, de garder en tête que le doute, finalement, c'est pas si mauvais que ça, c'est aussi, comme le disait Servan, un pas hors de l'ignorance. Alors, vous savez que dans le cas, comme le vient de dire Céline, il y a un certain nombre d'éléments sur tout un tas d'antibiotiques. Ceux qui vont se faire essentiellement sans milieu, sans culture particulière supplémentaire, c'est essentiellement pour les bêta-lactamines. Et il faut bien identifier deux situations. C'est la situation où on est directement sur des colonies ou sur des prélèvements, comme dans le dépistage, ou parfois directement sur des prélèvements, comme les hémocultures, par exemple, où on peut vouloir aller très vite. Mais en fait, il y a un certain nombre de cas où ça se fait directement sur les souches. Et là, ce n'est pas tout à fait le même type de raisonnement, on va le voir. Alors, la première chose, c'est le staphylocoque et les pénicinases. Vous savez que pendant très longtemps, on a fait le test à la céfinase. Donc, il est clairement identifié et clairement établi et dit dans le CSFM que ces tests de type céfinase doivent être maintenant complètement arrêtés, puisqu'en fait, il manque de sensibilité, il manque de fiabilité en termes de détection des pénicinases. Et finalement, il n'y a que dans le cas où il serait positif qui permettrait d'être interprétable en disant il y a une céfinase, donc il ne faut pas utiliser de l'amoxicilline tout seul. Et en fait, finalement, ce n'est pas là où ça a vraiment de l'intérêt. L'idée, ce serait justement d'avoir quelque chose de vraiment à bonne valeur prédictive négative pour dire on peut utiliser de l'amox. Donc, c'est un peu comme dans la chanson, c'est pas caprice, c'est fini, mais les céfinases pour le staphylocoque, c'est fini. Le deuxième catégorie de staphylocoques d'intérêt, bien sûr, c'est ces fameux SARM, mais aussi ces staphylocoques blancs résistants à la méticilline. Alors, vous savez qu'il y a un certain nombre de critères d'interprétation, et notamment, il y a une phrase dans le CSFM qui explique que les souches qui sont résistantes à la cefoxytine ou possèdent le gène MEC ou une PLP additionnelle doivent être interprétées comme résistantes. Donc pour ça, comme le dit le texte, il faut soit chercher le phénotype qui vous le donne, soit chercher les gènes, le MECA ou le MECC par les méthodes moléculaires, soit les PLP2A par des méthodes immunologiques. Alors dans ces méthodes immunologiques, il y en a deux qui sont
qui ont été et qui sont encore disponibles, c'est les techniques immunochromatographiques, les techniques de Haller maintenant Abbott, et les techniques d'immunoagglutination. Le principe étant d'utiliser des anticorps qui sont très spécifiques de la PLP2A pour bien mettre en évidence les staffs qui portent ces PLP additionnels. Il y a une lecture très visuelle sur des strips pour l'immunochromatographie. La lecture pour l'immunoagglutination est un peu plus difficile puisqu'il faut incuber dans des conditions très strictes pour extraire les PLP par la chaleur, puis la lecture des agglutinations n'est pas toujours simple. Donc nous avons fait une petite étude il y a quelques temps sur multicentrique avec 5 laboratoires, 6 techniciennes par laboratoire. On avait testé la sensibilité des différentes techniques en latex, en agglutination, et avec cette technique d'immunochromatographie. Vous voyez que les résultats ne souffrent pas de discussion. Il y a une sensibilité variable selon les centres pour ce qui est de la technique en agglutination. Et la PPP2A, par contre, marche très très bien avec une acceptabilité, une facilité d'utilisation de cette tête immunochromatographique, la facilité d'interprétation, le temps technique est raccourci et l'acceptabilité globale par les techniciens est excellente pour cette technique immunochromatographique qui est très rapide. Donc, vous connaissez certainement ce test-là. Si vous ne l'avez pas, il faut absolument l'avoir dans votre laboratoire. Vous avez un petit tube, vous mettez 2 petites gouttes de R1, vous prenez un petit peu de colonies, 2 ou 3 colonies pour ce qui est de staphylocoque et une ose complète pour les staphylocoques blancs. Il y a une petite différence, il faut bien faire attention parce que l'inoculum est important. Un réactif R2, on attend 5 minutes, on met le petit strip, on attend 1 minute, on met le petit strip dedans et on fait la lecture au bout de 5 minutes. C'est extrêmement rapide. On a fait l'étude avec, vous voyez, une série de SASM, de staphylocoque doré, où on a pris des SASM, des MECA et des MEXC, qu'on a testés, on a évalué, et on a fait la lecture. Pour les stapes blancs, on savait que ça, c'est la nouvelle version du test, la dernière version du test. On savait que sur le test d'avant, il fallait envisager éventuellement une induction. Donc on a commencé par le faire sans induction pour les stapes blancs. Et puis, quand le résultat était négatif, on a repris les souches, fait une induction pour voir ce que ça donnait. Et on a fait tout un tas de souches très variables, d'espèces très variables. Ce que montrent les résultats, c'est quoi? C'est que sur le staphylocoque doré et le MRSA, et MSSA, on a sans induction une parfaite sensibilité et spécificité sur un grand nombre de souches. Quand on a regardé les coagulases négatifs, vous voyez qu'en fait, sans induction, on a pratiquement toutes les détections, on rate simplement une souche qui n'est pas détectée, et avec l'induction, on récupère ces souches et on est à 100%. Voilà. Et dernière chose, avec le nouveau réactif, et il faut faire attention, il y a des anciennes publications avec l'ancien réactif, le nouveau réactif, pour ce qui est des MEXC, on est incapable de détecter, que ce soit avec induction ou sans induction, les souches qui sont MEXC. Donc, retenir ici que le SARM MECA+, sont toujours détectés sans induction, les SARM MEXC+, ne sont jamais détectés, même avec induction, et les staphylocoques blancs résistants à la méticine sont toujours détectés avec une induction. Et sans induction, vous pouvez rater quelques souches et rendre un résultat erroné pour quelques patients. Alors ensuite, l'autre approche, c'est la technique par recherche du gène MECA. Alors ce gène MECA, je vous rappelle que les SASM, les sensibles, ils ont dans leur génome un gène ORFIX. Dans ce gène ORFIX, il y a une cassette porteur du gène MECA qui est capable de s'insérer pour donner naissance à un SARM. Cette cassette, elle fait 20-80 kilobases. Au milieu, il y a le gène MECA ou le gène MEXC avec des régulateurs de vent. Et puis, il peut y avoir des plasmides, des transposes, donc tout un tas de gènes qui permettent, notamment ces CCR, c'est des enzymes qui sont produits, qui permettent la mobilisation de cette cassette, qui permettent au départ son introduction dans le génome du staph sensible à la méticilline. Mais il faut savoir que ces souches, ces CCR, là, ces enzymes, peuvent aussi peuvent être produites une fois sur le génome, rentrer dans le génome staph doré, pour éventuellement exciser la cassette. Cette cassette va être excisée faisant sauter le gène MECA. C'est ce qu'on appelle des staph dorés SASM drop-out. Alors, il reste un petit morceau ici de la cassette, ou alors c'est une excision très précise et complète. Et là, on n'a plus du tout de ce petit morceau résiduel. Vous verrez tout à l'heure que ce morceau résiduel est très important dans les différents tests moléculaires qu'on peut utiliser. Donc, dans les tests moléculaires, il y a différentes générations. Certes, la première génération détectait le gène MECA et le gène SPA ou un autre gène spécifique de staph doré. Et donc, quand le gène MECA n'est pas détecté, la souche n'est pas MRSA. Quand le gène MECA est détecté, c'est positif. Ça va bien quand on travaille sur une souche et qu'elle est pure. Mais dès qu'on travaille sur des prélèvements qui sont éventuellement contaminés ou co-colonisés ou co-infectés, des patients co-infectés avec un staph blanc métier, eh bien, le fait que le gène MECA soit détecté peut être détecté sur le génome du staph blanc
et le gène SPA ou le gène spécifique de staph doré sur le reste du génome. Et donc, on arrive à des résultats qui sont faussement positifs. Donc, ces tests de génération sur une culture, une souche pure, pas de problème, mais sur un prélèvement, il y a des risques de faux positifs qui peuvent être relativement importants. Donc, les tests de deuxième génération se sont intéressés sont intéressés à un gène spécifique sur le chromosome du staph doré et à une technique de PCR en bordure, c'est-à-dire à moitié sur la cassette SCC-MEC et à moitié sur le gène Orphix qui est présent chez tous les staph dorés. Et donc, ça permet de s'affranchir du risque ici, d'avoir une détection. On ne détecte plus le gène MECA, mais c'est la jonction qu'on détecte. Et ici, la jonction entre la cassette SCC-MEC présente sur un staph blanc est complètement différente de celle du staph doré, et donc on ne détecte pas ce deuxième signal. Donc on détecte bien qu'il y a du staph doré, mais on ne détectera pas la jonction de la cassette SCC-MEC qui se serait introduite chez un staph blanc. Donc on récupère un négatif et un vrai négatif, et il n'y a plus de faux positifs. Alors il n'y a plus de faux positifs dans ce cas-là. Néanmoins, il peut y avoir un faux positif lorsque on a un MECA dropout, parce qu'en fait, s'il reste le gène MECA, la cassette est sortie, mais qu'il reste un petit morceau de la cassette SCC-MEC, la jonction est toujours présente, le gène MECA n'est plus là, et le gène spécifique de staph doré est toujours là. Donc en fait, on va avoir un faux positif rendu comme si c'était un staph MECA+, alors que le MECA n'est plus présent, il n'y a plus que le petit bout de la cassette. Et puis, deuxième possibilité de faux négatif, cette fois-ci, c'est quand là, on a un nouveau clone qui apparaît et que dans la zone de jonction entre Orphix et la cassette, c'est une nouvelle type de cassette et la cassette n'est pas détectée par les amorces qui sont utilisées par la PCR. Ça nous est arrivé dans certains endroits. Au Danemark, ils ont une grande épidémie avec un nouveau clone qui ne détectait pas la nouvelle jonction mise en place par l'insertion de cette cassette SCC-MEC sur ce nouveau clone. Et donc, il faut être conscient des problèmes qu'on peut avoir et ça peut expliquer des discordances entre ce que vous obtenez en phénotypique et ce que vous obtenez en moléculaire. Voilà. Alors, les tests de troisième génération, eux, détectent à la fois un gène spécifique de staph doré, SPA, NUC ou autre, la jonction et le gène MECA. Donc, l'intérêt, c'est que là, vous aviez des faux positifs avec les dropouts. Et bien sûr, une deuxième génération, comme on ne détecte pas le gène MECA, on n'a que les deux premiers signaux, mais pas le troisième, le système rend bien négatif. Par contre, on ne s'abstient pas du problème qu'il peut y avoir avec les nouvelles jonctions Orphix, des nouvelles jonctions ici, puisqu'on ne détecte pas le troisième signal, puisque la cassette est nouvelle, les PCR ne sont pas capables de faire une amplification sur la jonction, et donc dans ce cas-là, on a un faux négatif alors qu'on a un vrai gène MECA, ce qui est problématique. En revanche, sur ce qui est, et puis de nouveau, si on est sur un prélèvement, comme on détecte le gène spécifique de staph doré sur le génome de staph doré, la jonction sur le staph doré, si on a un MECA dropout, et qu'on a par ailleurs un staph blanc métier qui contamine, qui co-colonise ou co-infecte le patient, eh bien là, on va croire qu'on a un staph doré, alors qu'en fait, un staph doré métier, alors qu'on a un staph doré métiès, dropout, et un staph métier. Donc vous voyez que les interprétations ne sont pas si simples que ça à faire. Et ce que dit la phrase du CASFM qui est marquée, c'est bien sur les souches, c'est le ou, aux deux endroits. Ça signifie que même si l'antibiogramme phénotypique vous dit S, mais que le gène MECA vous dit positif, il faut rendre un SARM. Parce que peut-être que phénotypiquement, il ne s'exprime pas dans nos géloses, mais chez votre patient, il risque de conduire à un échec thérapeutique. De la même façon, si l'antibiogramme phénotypique dit S, mais que la PLP2A est détectée, c'est qu'il y a une PLP additionnelle et il faut rendre un SARM. D'accord ? Et vous pouvez l'envoyer au CNR. Dernière chose, si vous avez même si la PLP, même si la PLP2A, excusez-moi, même si l'antibiogramme phénotypique dit S et si la PLP2A est positive, il faut rendre le SARM. Si vous avez, même si le PLP2A est rendu négatif, mais que votre génome vous dit MECA+, votre PCR vous dit gène MEC présent, attention, vous êtes possiblement dans le cas d'un gène, d'une souche qui a le gène MECC, c'est-à-dire que la PLP2A, l'immunochromato ne détecte pas, parce que l'anticorps est très monoclonal et ne détecte que les PLP2A et pas la PLP2C, mais par contre, votre PCR voit le gène MECC. Même si le gène MECA et MECC est négatif, si la PLP2A est positive, il faut refaire le test immuno. On a quelques rares positifs, faux positifs, c'est très rare, et souvent quand on refait le test, eh bien en fait il est positif. Dernière chose, même si la PLP2A est négative, même si le gène MECA est négatif, mais si votre phénotype que vous avez confirmé en le refaisant est toujours positif,
est toujours résistant. Vous devez rendre, on a parfois des mutations dans les PLP du staphylocoque, et parfois, vous pourriez éventuellement découvrir un nouveau gène mexé. Donc, l'objectif, c'est de faire courir aucun patient des risques. Et donc, il faut vraiment suivre ces règles-là. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Anne. Du coup, nous, on va basculer un petit peu et on va s'interroger un petit peu sur le lien entre virulence et résistance, parce que souvent, on a des questions sur est-ce que je peux, avec mon antibiogramme, deviner que une souche est productrice de facteurs de virulence ou pas. Donc, la première question que je vous demande, c'est peut-on suspecter une souche toxinogène à partir de son antibiogramme? Donc, souche, hein, je focalise, moi, du coup, sur les staphylocoques dorés. Hein. Alors, vos réponses. Donc, vous êtes 66% à me dire que, hein, ça change un petit peu, 59%, à me dire que oui, pour vous, il est possible de suspecter une souche toxinogène à partir d'un antibiogramme. Alors, pour aller plus loin, avant de répondre à cette question, je vais vous en poser une autre sur les souches produisant la leucocidine de pentonvalentine, puisque ça va être nos toxines d'intérêt notamment. Donc, concernant les souches productrices de la leucocidine de pentonvalentine, vous avez plusieurs réponses possibles. Donc, je vous demande si ce sont majoritairement des SARM, si elles sont toujours sensibles à la mupirocine, si elles sont associées aux infections récidivantes, si certains phénotypes de résistance sont associés à des souches PVL positives, donc productrices de la leucocidine de pentonvalentine, et s'il est préférable de prélever un site de portage, entre parenthèses, plutôt qu'un site d'infection. Donc, si on regarde un petit peu pendant que vous continuez à voter ce que ça donne. Je vous laisse. OK. Donc, du coup, les réponses que j'attendais, c'est qu'elles sont associées aux infections récidivantes et que certains phénotypes de résistance sont associés à des souches PVL+. Donc, clairement, concernant les souches PVL+, ce sont des SASM. D'accord ? 99,5% des souches en France qui produisent la leucocidine de pentonvalentine sont des SASM. Donc, ce n'est pas la peine de nous appeler pour dire « mon clinicien veut que j'envoie la souche au CNR pour recherche de PVL, c'est un métis ». Oui, le clinicien a raison. C'est la clinique qui est en faveur d'une infection à souche productrice de leucocidine de pentonvalentine. Donc, ce sont des infections qui sont récidivantes à diffusion intrafamiliale. Donc, clairement, le clinicien les reconnaît. Par contre, de votre côté, au niveau du laboratoire, si vous avez un contexte clinique qui est très en faveur, on a la circulation de clones de staph sensibles à la méthicilline, producteurs de la leucocidine de pentonvalentine, qui sont résistants au Bactrim ou à la tétracycline, qui sont pour nous des marqueurs qui nous aident dans le conseil pour la suspicion de souches productrices de leucocidine de pentonvalentine. Mais il faut absolument un contexte clinique correspondant. C'est pas parce que vous avez une souche qui est résistante au Bactrim qu'elle produit la leucocidine. C'est parce que vous avez une souche d'infection récidivante, éventuellement à diffusion intrafamiliale résistante au Bactrim, que là, vous pouvez suspecter une souche productrice de leucocidine de pentonvalentine. Le SARM classique, je vous l'ai remis, ça, il existe toujours, résistant Penny, Oxa, Cana, Tetrafusis, c'est le clone ST80, le clone européen, il existe. Le souci, on le verra un tout petit peu plus loin, c'est qu'il y a un certain nombre de SARM PVL+, maintenant qui diffusent en France et que, en effet, celui-là, si vous avez cet antibiogramme, vous êtes sûr à 100% qui produit la leucocidine de pentonvalentine, mais il y en a plein d'autres. Donc après s'être interrogé sur les souches productrices de la leucocidine de pentonvalentine, je vous pose une petite question sur les souches productrices d'exfoliatine, qui sont également des grands classiques. Alors, on a, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en cette année 2023, on a une explosion des infections bulleuses liées aux exfoliatines associées au staphylocoque. Et donc, je vous demande si ces souches sont majoritairement des SASM. Si en cas d'impétigo, on prélèvera les lésions. Si en cas d'impétigo, on prélèvera les sites de portage. Si on décolonise en période d'infection et si un traitement antibiotique par voie générale est recommandé lors de l'impétigo localisé.
Donc là, oui, 2023 est une année, alors déjà 2022, en post-Covid, on a une explosion des bulles avec des épidémies à l'heure actuelle, notamment dans des écoles, d'infections bulleuses localisées, donc pour lesquelles vous avez peut-être été sollicité pour des prélèvements. Donc, qu'est-ce que ce sont des SASM? Est-ce qu'on doit prélever les lésions ou le portage, hein? Je n'ai pas reprécisé pour les souches productrices de leucocidine de Panton-Valentine, hein. Clairement, il est toujours préférable de nous envoyer une souche d'infection plutôt que de portage, hein. Donc, est-ce qu'on décolonise quand on a des souches productrices d'exfoliatine et est-ce qu'on met un traitement par voie générale? Donc, si on regarde un peu, avant de mettre les bonnes réponses, ce que vous répondez. Donc, les bonnes réponses que j'attendais, ce sont, alors j'ai oublié de cocher moi-même, je m'en excuse, ce sont majoritairement des SASM, vous aviez raison, et en cas d'impétigo, on prélèvera les lésions. On ne prélève pas le site de portage quand on a un impétigo bulleux, hein, puisque les souches de staphylocoque sont au niveau des bulles. On ne fait pas de décolonisation dans les contextes d'infection due aux exfoliatines. Et dans tous les cas, quand on fait une décolonisation, notamment pour les souches PVL+, on ne décolonise jamais en période d'infection parce que l'inoculum est trop lourd. Donc voilà, et on ne fait pas un traitement par voie générale, ce n'est pas nécessaire pour les impétigos bulleux. Le traitement recommandé, c'est de la mupirocine en local. Donc, majoritairement des SASM, l'âge vous influence. C'est quand même majoritairement des enfants qui font des infections avec des souches productrices d'exfoliatine. Chez l'adulte, ce sera l'immunodéprimé ou le patient insuffisant rénal. Et si vous avez une clinique en faveur, ces souches sont très fréquemment résistantes à l'acide fusidique. Donc, je rappelle que l'acide fusidique était souvent utilisé en application locale dans le cadre des impétigos bulleux et des infections cutanées courantes à staphylocoque, mais il a été supprimé des dernières recommandations. Donc, on utilise du mupiderme dans le cadre des infections localisées. Et il est important de vérifier la sensibilité à la mupirocine. Donc ça, c'est important pour les souches productrices d'exfoliatine, mais aussi pour les infections récidivantes à staphylocoque doré, producteur de leucocidine de Panton-Valentine. On a des souches qui deviennent résistantes à la mupirocine. Et comme là, c'est pour le traitement des impétigos bulleux, pour la leucocidine, c'est pour la décolonisation. Si on a des échecs de traitement ou de décolonisation, il est important de vérifier la résistance à la mupirocine. Alors, après avoir fait un petit lien résistance-virulence, on va faire un mini point épidémiologie pour pouvoir laisser après du temps à vos questions. Donc, l'épidémiologie de la résistance. Donc, juste un petit point au CNR, nous, qu'est-ce qu'on utilise comme technique? Donc, toutes les souches qu'on reçoit pour virulence en termes de résistance, on utilise la fameuse galerie Vitec, ce qui nous permet de détecter éventuellement des problèmes quant à l'utilisation de cette galerie qui est très fréquemment utilisée. Et puis, quand on explore un peu plus la résistance et les mécanismes de résistance, on utilise des plaques sensititres, également des techniques de microdilution et des E-tests, voilà, des techniques classiques. Et puis après, il y a toutes les techniques moléculaires que je ne vais pas vous détailler ici, mais qui permettent d'explorer un petit peu plus avant les mécanismes de résistance. Et majoritairement, c'est du séquençage qui est utilisé au CNR. Juste cette petite diapositive pour montrer qu'on a... Alors, oui, nous sommes situés à Lyon, d'où ce magnifique rond sur la région lyonnaise qui fait qu'en effet, on draine et on récupère un certain nombre de souches de nos hôpitaux, donc possiblement aussi plus que nécessaire, mais ça nous permet d'avoir une idée de ce qui circule. Mais on a quand même une bonne représentation des hôpitaux et labos français. En termes de réception des souches, par contre, on a un gros biais, c'est que pour tout ce qui est virulence notamment, on a des contextes cliniques particuliers. Et puis, concernant la résistance, vous nous les envoyez pour explorer des souches particulièrement virulentes ou avec des résistances atypiques. Et donc, on n'a pas forcément une vision de la résistance classique en ville, tout venant. C'est plutôt les choses atypiques qui nous sont envoyées.
Donc, petit rappel sur les SARM. Donc, vous savez qu'il y a les SARM hospitaliers qui sont apparus dans les années 60. Historiquement, ils étaient multirésistants avec des cassettes SSC-MEC, là, dont vous a parlé Frédéric, qui étaient plutôt des grosses cassettes de résistance à la méticilline et qui tentent à devenir plus petits. Et puis, on a des clones que l'on suit, on va le revoir tout à l'heure, qui se remplacent les uns les autres au cours du temps et qui sont plus ou moins porteurs de toxines. Dans les années 90-2000 sont arrivés les SARM communautaires, donc avec peu de résistance associée. Là encore, on va voir que c'est en train de changer, avec des petites cassettes de résistance, et puis ces souches étaient porteuses de facteurs de virulence. Donc classiquement, la leucocidine de Penton-Valentine. Depuis 2-3 ans apparaissent des souches de SARM communautaires producteurs d'exfoliatine, alors que jusqu'à présent, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, des staphes sensibles à la méticilline. Et puis avec des clones assez classiques. Donc ces clones ont émergé dans les différents continents, le ST80 en Europe, l'USA 300 en plutôt États-Unis, Amérique du Nord, et puis le ST30 en Océanie, ST59 en Asie. Et puis ces clones ont commencé à diffuser et à se retrouver partout un petit peu dans le monde. Donc on a une diffusion de ces souches. Et enfin, la dernière catégorie de SARM, donc c'est ceux qui sont associés entre guillemets au bétail d'origine là encore communautaires, qui font des infections à la fois chez les animaux et des infections humaines, qui sont porteurs, peu ou pas porteurs de facteurs de virulence. Et puis, vous avez un clone dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le clone CC398. Clone à la fois, on a des SASM dans la communauté chez nous, et puis on a des SARM à la fois chez les animaux et chez l'humain, puisque ces SARM, que ce soit les SARM hospitaliers, ils sont passés dans la communauté avec notamment l'augmentation de tout ce qui est hospitalisation à domicile, donc avec beaucoup de soins dans la communauté, mais du coup, ce sont des SARM hospitaliers qui diffusent dans la communauté. Inversement, les SARM de la communauté vont diffuser à l'hôpital. Alors en France, pas tant que ça. Dans les pays où la prévalence est très importante en ville de ces SARM communautaires, on en a beaucoup dans les hôpitaux. C'est le cas aux États-Unis, ça va être le cas par exemple au Maghreb, où quand on a une forte prévalence dans la communauté, on a une forte prévalence de ces souches à l'hôpital. Et puis les SARM liés aux animaux, entre guillemets, qui eux ont diffusé dans la communauté et que l'on retrouve maintenant à l'hôpital, puisqu'on a une étude à l'heure actuelle avec un hôpital breton dans lequel ils ont des cas d'infection liés aux soins associés à ces souches de SARM CC398 MRSA. Alors, si on regarde brièvement la résistance, donc ça, ce sont les SARM communautaires producteurs de la leucocidine de Penton-Valentine en France entre 2017 et 2022. Donc, vous avez en bleu ce qui est aminoside. Donc, on voit qu'on a cette résistance à la kanamycine. Alors, je précise qu'en 2022, ce n'est pas qu'il n'y a pas de résistance à l'atobramycine et que les souches sont Cana, Gintaers. Ça n'existe pas. Céline n'a pas eu le temps de vous faire le fameux Cana, KTG. Mais c'est que la galerie P668, il n'y a plus de tobramycine. Donc, voilà, c'est qu'elle n'est pas testée en 2022. Donc, on a globalement, on observe une augmentation de la résistance à la gentamicine dans les SARM communautaires. D'accord ? Donc, au départ, on avait des SARM qui n'étaient pas très résistants. Et puis, on s'aperçoit qu'on a la résistance aux aminosides qui augmente. Et en fait, Frédéric vous a montré à quoi ressemblait une cassette MEC. Et en fait, on a des gènes de résistance qui peuvent être intégrés. Et cette résistance aux aminosides est intégrée dans la cassette SSC MEC de ces SARM communautaires. La résistance à l'érythromycine reste à peu près stable avec un pourcentage entre 30 et 40%. Et vous voyez ce qui est classiquement décrit, que la résistance au fluoroquinolone n'est pas un marqueur de résistance communautaire. Donc, de notre côté au CNR, on regarde un petit peu les clones qui circulent et on explique du coup très bien ce côté résistance. Donc, vous aviez le clone que vous connaissiez bien, le ST80 qu'on a vu tout à l'heure, résistant pénioxacanatétrafusi. Donc, c'était le clone prédominant en France dans les années encore jusqu'à 2015 et qui progressivement a diminué. Donc, lui, il avait la résistance à la kanamycine. Et puis, vous avez la surveillance qu'on fait de ce clone, donc, qui est en rose, qui est le CC152 MRSA, donc, qui est producteur de la leucocidine de Penton-Valentine. Il ne produit que ça, mais il est résistant aux aminosides et on voit que sa fréquence augmente. Et pour expliquer la résistance
au fluoroquinolone, eh bien, c'est associé principalement aux clones USA 300 et USA 300 latine variant, donc qui sont les clones qui venaient des États-Unis et d'Amérique latine et qui ont diffusé et qui, eux, de base, étaient résistants au fluoroquinolone. Donc, ce qui explique cette modification un petit peu d'épidémiologie de la résistance en communautaire. Donc, en communautaire, on commence à voir une augmentation de la résistance aux aminosides, ce qui contraste avec les SARM nosocomiaux. Donc ça, c'est uniquement les SARM nosocomiaux, donc les grands clones classiques qu'on surveille. Donc on voit que la résistance au fluoroquinolone reste classique dans ces SARM nosocomiaux. Par contre, on voit que progressivement, et notamment depuis 2019, la résistance aux aminosides diminue. Donc, vous avez dû vous rendre compte, possiblement, si vous avez des SARM comme ça qui sont liés aux soins dans votre patientèle, ou je crois qu'il y a certains parmi vous ont des patients qui sont en EHPAD, donc qui sont souvent colonisés avec des SARM liés aux soins de ce type. Vous retrouvez avec des souches qui sont juste pénioxafluoroquinolone R. On perd cette résistance aux aminosides dans les hôpitaux, alors qu'on observe une réapparition de cette résistance en ville. Et puis, on a une résistance à l'érythromycine qui est un petit peu plus basse en ville que ce qu'on observe dans la communauté. Alors, les clones, là encore, l'intérêt de surveiller les clones pour nous au CNR, c'est de voir un petit peu ce qui circule dans les hôpitaux français. On sait quelles sont les toxines qui sont associées. Et puis, vous voyez par exemple ici en bleu, je ne saurais comment le décrire, à gauche, vous voyez que vous avez un clone qui progressivement prend de l'espace, donc qui est le ST8 MRSA5, qui est responsable à l'heure actuelle d'épidémies dans certains hôpitaux, donc qui tend à prendre un petit peu de la place dans tout ça. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'observer un peu ces résistances et la virulence de ces clones et de voir ce qui circule un petit peu dans nos hôpitaux français, donc ce qui nous amène à les données qui sont données par SPARES. Donc, SPARES, c'est la surveillance de l'antibiorésistance en établissement de santé. Donc, pour ce qui concerne les données de SPARES, en fait, comme c'est tout ce qui est nosocomial, on a la documentation correspondante avec les données du CNR, avec les souches qu'on reçoit qui sont nosocomiales. Donc, je vous rappelle qu'il y a 12,13% de SARM retrouvés en 2021 dans ces souches nosocomiales. La majorité sont des souches d'infection cutanée. Donc là, pour SPARES, on peut se dire que les données du CNR peuvent permettre un petit peu de comprendre et de voir quels sont les clones qui circulent dans nos hôpitaux français. Par contre, si on regarde tout ce qui est données de Primo, donc qui est plus... oui, pardon, j'ai oublié. Donc, vous avez une géographie aussi, avec des souches de SARM en nosocomial qui sont plutôt dans la région nord-est et sud-ouest. Et donc, pour en arriver aux données de Primo, qui là sont des données de ville, d'accord, donc soins de ville, où on est à 7,6% en 2021, c'était à 9% en 2020. Là, on s'aperçoit que on a une répartition à peu près homogène, mais on est un petit peu intrigué par le pourcentage de la région Bretagne, d'accord, qui est un peu élevé. Et là, dans ce cadre-là, pour les données du CNR, on est un petit peu limité pour pouvoir expliquer quels sont les clones qui circulent vraiment en ville. D'accord? Est-ce que ce sont des SARM liés aux animaux? Est-ce que ce sont des SARM communautaires? Est-ce que ce sont des SARM qui sont hospitaliers? Donc, c'est la question qu'on s'est posée et c'est pour ça que nous avons contacté Primo afin de mener une enquête, donc CNR des staphylocoques Primo, pour laquelle vous avez été sollicité par Sonia. Donc, l'objectif pour le CNR, c'est de récupérer des souches de SARM donc non redondantes, donc pas de souches pour un même patient, isolées de prélèvements, alors exclusivement à visée diagnostique. Pour les patients de ville, donc hors secteur médico-social, l'objectif, c'est vraiment de voir ce qu'il y a comme SARM qui circule en ville, avec des métadonnées associées, alors assez limitées, le sexe, la date de naissance, le prélèvement, la date d'isolement et l'antibiogramme. Donc la collecte des souches aura lieu entre le 2 octobre 2023 et le 17 novembre 2023. Et l'objectif, c'est un petit peu de regarder les mécanismes et les phénotypes de résistance, les facteurs de virulence que l'on retrouve dans ces SARM de ville, leur fond génétique, et puis de pouvoir réaliser un suivi dans le temps et dans l'espace de ces SARM de ville. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et on se prépare à répondre à vos questions, tous les trois.
Merci à vous trois. C'était vraiment trois interventions passionnantes. Anne, puisque vous aviez la parole, en fait, c'est intriguant en fait de voir ce qui se passe hein, sur la résistance aux antibiotiques, comment elle évolue et finalement assez rapidement à l'hôpital, par exemple, avec cette diminution de résistance. C'est le CC8 Alors, qui c'est émerge pas, comme ça ou... c'est globalement même le clonion, on est lyonnais, donc on a un clonion. Mais le clone pédiatrique, néo-pédiatrique, en fait, c'est l'ensemble des SARM, des SARM nosocomiaux, pardon, Ok. qui perdent cette résistance aux aminosides, probablement liée au fait qu'on a une diminution de la consommation des aminosides. Donc, clairement, dans les recommandations, il me semble qu'il y avait des questions sur bithérapie, pas bithérapie sur le staff. Les aminosides, clairement, en bithérapie, c'est plus obligatoire sur le staff doré. Pour les endocardites, c'est vraiment très limité en durée. Et donc, pour les bactériémies, ce n'est pas forcément recommandé. Donc, on a vraiment une diminution de la consommation des aminosides à l'hôpital qui explique, je pense, cette diminution de la résistance aux aminosides. D'accord. Par contre, je n'explique pas du tout l'intérêt pour un SARM communautaire de gagner, d'acquérir cette résistance aux aminosides. Après, ça nous permet de les détecter plus facilement, donc c'est pas mal. Mais parce Et que les justement, KTG, il y en a plus beaucoup. il y avait justement une question à ce sujet. En fait, est-ce que par exemple, les aminosides seraient utilisés en médecine vétérinaire, qui expliquerait que Alors ce serait peut-être un effet? Frédéric est plus fort que moi sur la médecine vétérinaire. Moi, je sais que les cyclines sont très utilisées, ce qui explique Ouais. que voilà, CC398 est résistant souvent aux cyclines, donc on les repère aussi avec des choses comme ça. J'avoue que les aminosides en médecine vétérinaire, je ne suis pas convaincue, Ouais, j'ai pas cette mais notion non plus. je ne sais Frédéric? pas. Non, j'ai pas d'éléments là-dessus. Je crois pas que les amyosides soient très utilisés en médecine vétérinaire. Il n'y a pas de lien avec ça, je comprends. Ok. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pourquoi on peut pas, c'est une question sur le chat, pourquoi on ne peut pas rendre les C3G sur les SASM? C'est une histoire de CMI, du coup? Alors, du coup, j'ai évoqué la question, mais c'est une question très compliquée. En fait, c'est très débattu au niveau européen. Globalement, il y a eu un document de l'ECAST, pour ceux qui ont la curiosité, s'ils veulent vraiment le lire en détail, un document qui a fait la revue de la littérature sur le sujet par l'ECAST. En fait, les C3G sont quand même plutôt moyennement efficaces dans les infections sévères à SASM. Et on considère que ce ne doit pas être le traitement des infections à SASM, voilà, de première intention. Certains pays les utilisent en traitement de suite, entre guillemets, ils font 2, 3 jours d'oxacilline ou de vanco, et puis après, ils font rentrer à domicile, par exemple, sous C3G. Mais globalement, ça marche beaucoup moins bien que les autres bêta-actamines. Donc, c'est pour ça que le CSFM a pris parti de considérer que les SASM, enfin, qu'il ne fallait pas les rendre sensibles au C3G. Et donc, il y a une D'accord. petite phrase, parce que ça marche pas bien et que du coup, ça serait éventuellement tenter les cliniciens peu avertis d'utiliser les C3G dans les infections sévères à SASM. Et dans ce cas-là, on sait que ça marche pas. On peut Oui, ajouter qu'en fait, les ECOF, les mesures d'ECOF montrent que on est dans les ranges qui devraient être effectivement efficaces. Mais par contre, les différences entre les concentrations qu'il y a chez le patient et les ECOF pour les autres bêta-lactamines sont bien meilleures que pour les C3G. Donc, c'est pour ça que ce choix-là a été fait par le CAST et par le CSFM. j'avais une question également sur les carbapénem. Par exemple, je sais pas si on a une infection, j'imagine une infection avec une co-infection avec un gramme moins. Est-ce que les carbapénem sont actifs sur les staffs sensibles à la méticilline? Tout à fait. Super. La réponse est claire. La Voilà. réponse est claire, sans, Oui, oui. sans débat. Euh, une question peut-être plus pour Frédéric, en fait, une remarque en tout cas d'un auditeur, c'était l'utilisation des tests moléculaires qui paraissent finalement, qui lui ont paru à réaliser en plus de la gélose lorsqu'on essaie de discriminer en fait les, les SARM, non, est-ce que finalement c'est des tests incontournables ou est-ce qu'avec au laboratoire, si on a finalement des tests pour la PLP, est-ce que c'est suffisant? Ah, alors pour être très clair, la PLP, les tests de PLP sont quand même plus simples, moins chers, plus rapides. Donc sur une souche en tout cas,
Pour moi, il faut commencer par la PLP2A et le positionnement. Le positionnement de ces tests rapides là, de type PLP2A, immunochromato, à mon avis, et ils sont pas assez utilisés. C'est-à-dire que sur une hémoculture qui sort avec un staph doré, où on aura un antibiogramme relativement décalé, vous pouvez directement sur les colonies que vous obtenez, éventuellement une hémoculture qui est sortie la veille au soir, juste avant la fin de fermeture du labo ou pendant la nuit. Dès que vous avez un petit peu de colonies, on a fait des tests, nous, des 4-6 heures d'incubation, les PLP2A marchent très bien. Et donc, ça permet d'avoir un résultat très rapide, qui est quand même un intérêt pour le clinicien. Je rappelle que sur une hémoculture à staph métiès, le fait de mettre de la vanco pendant un temps est une perte de chance, et une perte de chance majeure. Le perte de chance est de l'ordre de 3. Le risque relatif est 3. Donc, en fait, globalement, très rapidement, savoir qu'on n'a pas un SARM mais un SASP, c'est fondamental pour les infections sévères. Donc, ça a tout à fait sa place. Personnellement, bien sûr, on peut pas les faire ces tests-là, on peut pas les faire directement sur les flacons d'hémoculture. Donc, certains utilisent bien sûr là les tests moléculaires directement sur les flacons d'hémoculture, avec bien sûr le coût que ça a, parce que les tests rapides sont quand même pas donnés au niveau moléculaire. Donc, il faut faire une balance, c'est un choix. Mais certains ont fait ce choix-là, c'est-à-dire directement sur les hémocultures positives avec un staph qui est possiblement un staph doré avec une hémoculture qui sort très rapidement, très tôt. À ce moment-là, ils font un test de type Cepheid ou etc. pour avoir tout de suite la résistance à l'ampicilline, mais directement sur le flacon d'hémoculture cette fois-ci. Et les tests, on parlait du délai d'incubation, les tests PLP2A, on la détecte très tôt, la PLP2A, en fait, il ne faut pas attendre un temps de culture, là vous disiez 4-6 heures. Non, on avait fait des tests pour regarder. C'est-à-dire, au bout de 6 heures, on avait fait des tests, et au bout de 6 heures, même quand la colonie est en tapis, si vous la prenez, vous avez votre résultat de façon très, 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 très robuste. Okay. Par contre, on est d'accord que c'est hors, c'est pas clamé par le fabrique. C'est hors accréditation, etc. Donc, il faudrait l'accréditer complètement, et ça n'a jamais été fait. Du fournisseur, on va dire. Et sur le stade doré. Et sur le stade doré, il faut rappeler que sur le stade blanc, là, on en rate encore quelques-uns, même après l'incubation simple sans induction. L'induction permet d'être certain. Ça, par contre, ça marche très très bien. Mais il ne faut pas s'amuser à le faire sur les stades blancs très tôt, etc. Une question d'un clinicien. Il y a aussi des cliniciens qui ont regardé, c'est super. Est-ce qu'un SASM sous traitement peut devenir un SARM? Non. Le passage sous forme de SARM, c'est l'acquisition de la cassette, elle ne se fait pas sous traitement. Si vous avez l'émergence d'un SARM sous traitement, c'est qu'il y avait deux populations du départ. C'est-à-dire parfois, il faut imaginer, on a eu des patients comme ça, où dans les mêmes boîtes, dans la même boîte d'isolement, on avait à la fois le SASM et le SARM. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un drop-out, c'est-à-dire une souche qui avait au départ qui était un SARM, et certaines colonies correspondaient à des staphylocoques qui avaient fait sauter la cassette. Ça arrive parfois. On a quelques cas, c'est relativement rare. Mais l'acquisition ne peut pas se faire sous traitement dans un abcès fermé. Non, il faut bien qu'il récupère la cassette quelque part. Donc ça, c'est pas possible. Alors, on arrive sur les dernières questions. On avait quelques questions sur les performances des CMI ITES d'Apto versus les milieux liquides. Une société. C'est pour Céline. Oui, alors comme je l'ai évoqué avec le ETES aptomycine, en fait, le ETES apto est très sujet à l'effet inoculum. Donc, il faut vraiment faire son inoculum à 0,5 McFarland et pas au-dessus, pas 0,51, 0,52, etc. Et vraiment bien essorer les couvillons avant d'ensemencer la gélose. Sinon, on se retrouve avec pas mal de souches qui ont des CMI à 1,5, donc juste au-dessus du cutoff qui est à 1, et qui en fait, en général, sont sensibles. Donc c'est vrai que nous, on a tendance à plutôt quand vous détectez une résistance à l'adapto, par exemple en VTech, justement, maintenant que l'adapto est dans la galerie, plutôt la vérifier en microdilution que en E-test. Ou alors en E-test, il faut vraiment alerter le technicien sur la nécessité d'être très strict sur la maîtrise de l'inoculum. Mais après, en microdilution, il n'y a pas 36 000 techniques. Donc, c'est pas forcément évident aussi. Tous les labos n'ont pas ce type de technique. Ça existe, par exemple, en numérique ou en sciences et titres. Et j'avais pour finir des questions sur le traitement. Donc, Anne, vous avez évoqué déjà l'histoire des bithérapies sur les SARM, donc ils ne sont plus. Après, ça va dépendre du type d'infection. Enfin, voilà, question bithérapie est très vaste, mais c'est vrai que voilà, l'utilisation des aminosides, en tout cas, est clairement les recommandations, les limites au minimum pour les staffs.
Et j'ai une question également sur les cas où la sensibilité de la PNIA, est-ce que l'AMOX est meilleure que la PNIM? C'est pareil, Céline, vous avez un peu répondu aussi à cette question. Finalement, Alors après, on n'a non, pas... non, j'ai pas répondu parce que je pense qu'on n'a pas de données. En fait, la plupart Ok. des souches de staph doré produisent une pénicillinase. On n'est quand même pas excessivement bon pour détecter la pénicillinase. Donc, les souches qui n'ont pas de pénicillinase, souvent, on a du mal à affirmer qu'une souche n'a pas de pénicillinase, hein. C'est tellement fréquent et étant donné les difficultés qu'on a à les détecter, probablement qu'on a des faux négatifs. Et du coup, c'est vrai que on a du mal à les détecter. Et je ne pense pas qu'il y ait d'études cliniques qui se soient amusées à tester, enfin, à évaluer l'effet de la MOX sur des souches qui auraient été identifiées comme, pénicillinase négative, étant donné qu'on a beaucoup de mal à identifier ces souches-là. Donc, je pense qu'on n'a pas de données là-dessus. Vous avez une idée au CNR de la proportion de, de souches qui n'ont pas de pénicilline? Alors, On les estime que c'est entre alors, 10 et 20%, mais voilà. Ouais, c'est ça, j'avais une notion que j'avais, moi j'avais 15%, mais c'était une vieille donnée, mais c'est toujours Pas ce serait toujours changé. le même. Ouais. Mm. Parce oui, que mais c'est pas avec des tests qui sont ni spécifiques ni sensibles, qui ne sont pas fiables, en fait, on ne sait pas bien. Il faudrait quasiment, ce qu'il faudrait, c'est monter une PCR bêta-lactamase et tester les souches pour vraiment savoir quel est le pourcentage. Et ça n'a jamais été fait et il n'y a pas d'études. Alors, vous disiez quand même, hein, par contre, quand il n'y a pas de pénicillinase, la pénicilline a la meilleure CMI en fait dans toutes les bêta-lactamines. Non, c'est pas ce que j'ai pas compris. J'ai Non, mal non, compris? non, c'est pas Non? ce que Ah j'ai bon. dit, mais Ah pardon. et je suis pas sûre que. Après, globalement, enfin, je pense que très peu de labos rendent la pénicilline. Il y a beaucoup de labos hein, qui ont pris parti de soit pas la tester, soit de rendre toujours R. Et même d'ailleurs, si je me trompe pas, dans la P668, il n'y a plus la pénicilline. Donc en fait, on teste de moins en moins la pénicilline à cause de la difficulté de détection et du fait que c'est très rare, enfin, les cas où le médecin a besoin de traiter un staph par de l'amox seul sont excessivement rares en fait. En général, ils utilisent soit de l'oxacilline, soit de l'augmentin pour couvrir Ouais. justement le risque de pénicillinase. Comme le dit Céline, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de technique. Parce qu'effectivement, en termes d'épargne d'antibiotiques, si on pouvait être certain qu'on a des staffs qui sont pénicillinase neg, bien sûr que l'augmentin ne ferait pas mieux que l'amox. Donc, en fait, ce serait intéressant. Mais voilà, en l'absence de tests fiables, on ne peut rien faire pour l'instant. Bon, écoutez, je pense on va en rester là. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les trois pour la présentation de ce webinaire. C'était vraiment super. N'hésitez pas à nous faire vos retours hein, sur l'adresse mail de BP Primo ou en envoyant à Sonia Thibault, vous la connaissez très bien. Vous pourrez également sur la chaîne retrouver les webinaires précédents. Je remercie Sonia pour la modération du chat, Jean-Paul Alves de 021 Prod pour les moyens techniques et la réalisation. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. C'était super intéressant. Vous êtes tous restés connectés en plus. Donc, c'est super. Merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Ah, Frédéric? Et on compte sur vous pour l'étude qui est lancée avec Primo, avec le CNR. On aimerait avoir le maximum de participants et le maximum de souches pour avoir une idée de l'épidémiologie, de ce qui se passe en ville. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.